Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi Patrick Milot de SOS Sous-Sol. Salut Patrice. Salut tout le monde. Ça va bien? Super bien toi? Très bien. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrevue, on va parler de, bien sûr, de sous-sol, de fondation, d'humidité. On va parler de fissures. On va parler également comment peut-être changer la vocation de certains sous-sols pour optimiser les revenus. Patrick, mais c'est un expert. Patrick, peut-être te présenter dans quelques minutes, c'est-à-dire bon, qui tu es et également le SOS Sous-sol, quand est-ce que tu as parti ça et puis un peu les services que vous donnez. Excellent. Donc, premièrement, merci Patrice de l'invitation. Ma compagnie SOS Sous-sol, ça fait à peu près 8 ans que je suis dans le domaine. J'ai créé une expertise quand même assez extrême dans les drains français, l'étanchéisation de fondation, réparation de fissures, réparation de fondation en fait. J'ai remarqué beaucoup que il y avait beaucoup d'immeubles, puis il n'y avait pas de parité vraiment. Il y avait beaucoup d'entreprises un peu qui s'improvisaient l'entreprise. Fait que j'ai créé ça pour aider. Puis j'aide beaucoup les investisseurs dans le domaine, puisque moi étant un investisseur aussi. Depuis 1 an et demi que je m'intéresse à l'investissement immobilier, qui est un très beau domaine premièrement. Donc j'ai parti de cette compagnie-là pour vraiment aider le monde en investissement immobilier. Good. Patrick, mettons là, on va commencer à la base, OK? Mettons qu'on est propriétaire d'un immeuble où on veut faire l'acquisition, puis on rentre dans un immeuble, là, ce serait quoi les principaux indices pour déceler un problème? Tu sais, bon, une fissure, ça se voit. Mettons, on pourrait parler tantôt qu'est-ce qui est important ou pas dans une fissure, puis y a-t-il des petites façons de voir si c'est juste une fissure qui est par rapport à active ou passive. Active ou passive. Et puis, bien, le plus important au départ, est-ce qu'un indice, là, parce que souvent, on va arriver, il n'y a pas toujours des logements au sous-sol. Et même s'il y a des logements, justement, c'est que c'est caché un petit peu, on ne voit pas vraiment s'il y a un problème. Quand c'est un sous-sol ou que c'est des rangements ou que ce n'est pas nécessairement fini, on peut voir carrément la fondation. Mais est-ce qu'il y a des indices au départ qu'on peut voir de l'extérieur ou en rentrant dans un logement qui aurait des problèmes? Bien sûr, on va y aller avec l'exemple d'un sous-sol qui est fermé, qui a des logements. Comme tu as dit, dans le fond, les fissures, déjà, c'est une alerte numéro 1, qui peut avoir des problèmes, des fissures soit structurelles ou soit passives. Puis si on rentre en dedans, puis souvent on sent une odeur d'humidité, on sent, c'est vraiment une odeur de moisissure, mais c'est pas tout le temps le cas. Puis ça arrive souvent que si c'est fermé, ça prend un hygromètre qu'on appelle. C'est vraiment pour tester l'humidité. Un hygromètre. Hygromètre, OK. Ouais, ça, c'est le meilleur ami des compagnies comme moi. Puis c'est le meilleur ami des investisseurs aussi parce que tu peux acheter ça à 20$ au Canadian Tire. Comment tu appelles ça, juste pour que les gens vont faire sur Google? H-Y-G-R-O, mètre. OK, parfait. Mètre, hein? Facile. Fait que dans le fond, je conseille beaucoup, si vous n'avez pas l'appareil à 1000$ pour tester l'humidité, de mettre ça proche des fondations. Puis, ça va calculer le taux d'humidité. On ne veut pas que ça soit au-dessus de 55-60% d'humidité au sous-sol. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes de moisissure. OK, à 55-60%. C'est ça, l'été. L'hiver, on tourne plus à l'alentour du Mais là, mettons que le logement est déjà habité, et ainsi de suite. Parce que directement, puisqu'on n'est pas sa fondation directe, qu'il y a quand même le plâtre, puis ainsi de suite, l'isolation, est-ce que quand même ça va fonctionner? Oui, ça va fonctionner. C'est sûr que les logements récents avec un pare-vapeur, là, ça vient erroner beaucoup les données. Mais il y a possibilité avec l'hygromètre quand même de percevoir beaucoup les fondations. Dans ce temps-là, si vous n'êtes pas sûr, vous appelez un expert avec un hygromètre vraiment spécialisé, puis la thermographie, pour venir voir vraiment les spots d'humidité. Puis, mais ça, c'est au niveau, parce que des fois, justement, tu le sens. Hein? Ça veut dire qu'au niveau de l'odeur, ça ne trompe pas, tu le vois, tu rentres dans un logement. Mais tu sais, quand tu rentres dans un logement qui est tout seul, tu t'attends toujours à ce que ce soit un petit peu plus humide. Mais il est où la limite, là? Ouais. Et puis, mais y a-t-il des signes apparents? On peut voir, à part de la moisissure, là, y a-t-il d'autres choses d'apparent qu'on peut remarquer dans un logement? Ouais. Ou c'est simplement à travers l'outil que tu as? Je vais répondre par ça à oui. Ça peut arriver. Okay. Ouais. S'il y a des fissures extérieures et qui sont grosses, on peut vraiment déduire que ces points-là, il y a des chances qu'il y ait de l'humidité. Mais encore une fois, c'est de la déduction. Ma job là-dedans, c'est un peu une job de détective. C'est de voir les signes. Si on ne voit pas le béton, quand on voit le béton, on voit des traces d'efflorescence. Ouais. Je ne sais pas si tu sais quoi l'efflorescence. Absolument, oui. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est une poudre blanche, juste pour expliquer au monde. Dans le béton, il y a des sels minéraux. Puis quand l'humidité rentre dans le béton, puis sèche, ça fait ressortir les sels minéraux à l'intérieur et à l'extérieur. Puis on voit de la poudre blanche. C'est pas de la moisissure, c'est vraiment de l'efflorescence. Maintenant, jusqu'à quel point qu'on doit décider qu'on voit de quoi, c'est-tu important ou pas? Je me rappelle, j'ai un immeuble, entre autres, sur la rue Papineau, que j'ai vendu 3 fois depuis que j'ai commencé ma carrière de courtier.
Donc, à différents propriétaires, bien sûr, sur un espace de 12 ans. Et puis, je me rappelle encore que c'est justement l'inflorescence. Je me rappelle, on rentrait dans le sous-sol. Et puis, c'est un immeuble quand même qui datait du début, peut-être maintenant, qu'il y a peut-être 80 ans à peu près. Là. OK. Et très bel immeuble, tu sais, vraiment une architecture, mais tu sais, au sous-sol avec les anciennes fondations. Mais on voyait carrément, au moment, la première fois que je l'avais vendu, il y avait des taches de fluorescence au sous-sol, parce qu'il y avait des lockers, puis c'était directement sur le béton, puis tu le voyais très, très bien. Je me rappelle que 4 ans après, tu voyais encore la même chose, mais il n'y a rien qui a changé. Et la troisième fois, la personne avait comme peut-être nettoyé un petit peu plus là, le sous-sol, mais tu voyais encore qu'il y avait des traces d'humidité. Fait que jusqu'à quel point, en dedans de 12 ans, que ça n'a pas bougé, que c'est important quand tu vois ça. Est-ce que c'est grave ou c'est un signe que tu dois aller peut-être voir d'autres choses plus importantes là? C'est pas nécessairement grave, l'efflorescence. Dans le fond, on recueille plusieurs signes de même. Oui. C'est ça le but. Si vraiment il y a de l'efflorescence, c'est pas alerte, alerte, il faut changer le drain français, il faut créer, enlever l'humidité. On va y aller avec, encore une fois, l'hygromètre pour savoir c'est quoi l'humidité, les points des fissures. On va y aller avec des traces. Je suis allé justement cette semaine. On voyait vraiment l'eau tout le long de la fondation. L'eau, c'était humide, c'était imbibé, pas besoin d'un hygromètre rendu là, c'est vraiment des traces d'humidité. Fait que rendu là, tous ces signes-là recueillis, ça peut être une accumulation pour savoir s'il faut changer les drains français, étanchéiser la fondation. Parce qu'une fondation qui est tout le temps humide, en fait, ça se peut que tu n'aies pas de problème d'eau qui rentre à l'intérieur et tout, mais le béton, c'est pas fait pour aller dans l'eau. Ça va se désagréger, puis c'est comme une éponge. Fait que si c'est dans l'eau, puis en plus, si c'est isolé avec un irritant giclé, c'est les pires conditions qu'un immeuble peut avoir. Donc, le béton va se désagréger, puis c'est là qu'on va avoir des dangers structurels, puis il va falloir faire un sous-œuvre puis changer la fondation. Fait que ça à éviter. OK, à ce moment-là. Puis, est-ce qu'il y a des... est-ce que c'est toujours, justement, quand tu parles de faire des travaux, le sous-œuvre, qui est à peu près ce qui est le plus dispendieux, entre les deux, y a-t-il des choses qu'on peut faire quand on voit de la fluorescence? Mettons qu'on voit de la fluorescence, on va revenir là-dessus. Y a-t-il de quoi qu'on peut faire au départ pour enlever ça? Bien sûr. L'étape numéro 1, c'est une inspection par caméra dans le drain français. Quand un drain français, il y a. C'est pas tous les immeubles qui ont un drain français. Pas tous les immeubles qui en ont, puis ceux qui ont plus que 40 ans, à quel point il est encore utile? Ou ceux qui ont 30 ans, plus que 30 ans, c'est à quel point le drain français est encore fonctionnel? C'est ça. Vous avez mis le doigt sur la date exacte. Un drain français, c'est bon 30-40 ans. OK. Selon les papiers, j'en ai vu qui ont duré plus de 70 ans, mais les nouveaux drains français qu'on fait aujourd'hui, je mettrais ma main au feu, ça pourrait être bon 100 ans, tout dépendant de ce qui le fait. On met de la pierre. Le système a beaucoup évolué depuis le temps. Mais en gros, c'est de faire une caméra quand le drain français il y a dans le drain français, voir s'il est bouché, voir s'il est connecté à plusieurs places. Dans le temps, il y avait beaucoup de monde qui mettait ça au sol, puis qui ne le connectait pas, puis il n'y avait pas vraiment de normes en fait. Fait que ça se peut qu'il soit bon, qu'il soit efficace, puis qu'en fait, il se connecte nulle part. Fait que l'eau, il y a un apport d'eau dans le drain. Puis, c'est encore pire parce que tu les approches proche de la fondation, puis en fait, quand ça s'évacue nulle part. OK. Puis, mettons que le drain français est complètement bloqué, plus fonctionnel. Puis, si on n'a pas vraiment de situation qu'on voit qu'il y a des problèmes d'humidité, est-ce que c'est important est-ce qu'on peut vivre avec ça? S'il n'y a pas de problème d'humidité, vous pouvez vivre avec ça. Parce que le terrain, naturellement, s'écoule naturellement comme il faut. Ça amène un bon point. Souvent, quand l'humidité rentre, il y a possibilité de régler ça juste avec refaire une pente positive du terrain, éloigner les gouttières à 1,5 m de la fondation. Juste ça, ça élimine 80-90 C'est bon, des bon problèmes truc. Tu répètes ça, c'est-à-dire que... Dans le gazon, dans le fond, ça dépend. Il ne faut pas planter proche de la fondation parce que ça, c'est un apport d'eau énormément. Okay. Donc, une pente positive en gazon, en terre, je dirais pas trop perméable, une terre qui vient vraiment écouler l'eau vers l'extérieur, puis éloigner les gouttières. On s'entend que l'eau du toit, tout dépendant si c'est toit plat ou il y a beaucoup de toits plats en multilogement. En fait, la majorité, oui. La majorité, en fait, oui. Il faut recueillir l'eau puis l'emmener ailleurs parce que sinon, tu as beau avoir le meilleur système de drain français. Ça se peut que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop d'eau, trop d'apport d'eau. Tu parlais des pentes négatives. Positives. Positives, c'est-à-dire que tu vas en négative, c'est quand les pentes sont vers l'immeuble. C'est ça. Et là, de refaire un peu le terrain pour écouler l'eau. Juste ça peut changer le problème. Parfait. Également, tant qu'à parler de fondation, là, souvent on va tomber sur des immeubles que c'est des blocs de béton. Il va y avoir, même dans les vieux quartiers comme Hochelaga, Rosemont, Plateau, quand tu vas tomber dans des 6-8 logements, là, tu vas souvent avoir des vieux immeubles. Puis ça va être des fondations en pierre de moellon. Ouais. OK? Je sais pas, en moellon, oui, c'est en plein ça. OK.
Qu'est-ce que tu penses de ça quand on tombe sur des blocs de béton ou du moellon? Je suis content que tu me poses la question parce que un investisseur, quelqu'un qui voit ça habituellement, moellon, bloc de béton, c'est un no-way. J'entends beaucoup de monde, des inspecteurs, des professionnels dans le domaine, des investisseurs. Non, moi, jamais des blocs de béton, jamais moellon. Oui, ça peut être bon. Encore une fois, un oui. Ça dépend vraiment de l'écoulement de l'eau. Encore une fois, pente de 2 parce que le fait que c'est pas bon des blocs de béton, c'est parce que la terre crée une poussée latérale sur les fondations. Puis les blocs, c'est solide, de même, mais pas de même. OK. Donc, si c'est de l'argile, si la pente sont négatives puis il y a beaucoup d'eau, l'hiver, même l'été, ça a une grosse poussée hydrostatique de l'eau. Puis l'hiver, avec le gel au Québec, on s'entend qu'on a des gros hivers, ça vient vraiment pousser. Puis c'est ça le danger des fondations de blocs. Le moellon, le danger, c'est que dans le temps, il faisait le mortier avec la chaux. Le béton, mais c'est plus du mortier. Puis, ça se désagrège. Il n'y a pas de qualité là-dedans, il n'y avait pas de normes. Donc, le mortier est souvent à refaire alentour des pierres. Puis, il faudrait imperméabiliser le tout. Mais quand même, hein, ça, c'est des immeubles habituellement qui ont 100 ans là, en ce moment-là. En 2018, là, tu as beaucoup de quartiers qui ont été construits entre 1905 et 1925 à Montréal, qu'on parlait tantôt à Hochelaga, Rosemont, le Plateau. Et on voit ça, puis ça tient encore. Là, mais, ça tient. Mais souvent, c'est quand tu vas en bas, et là, tu fais juste rentrer un tournevis et ça passe carrément. Là. Et là, c'est impressionnant parce que tu t'aperçois qu'il n'y a plus rien qui tient les pierres ensemble. C'est en plein ça. Mais l'avantage, c'est que dans le temps, ils faisaient ça plus gros, plus massif. Fait qu'il y en a beaucoup qui tiennent encore. C'est vrai, parce que souvent, ça peut avoir à peu près 2 pieds, 2-3 pieds de large. Ça. Mais l'humidité peut rentrer parce que là, vraiment, c'est un apport. On peut passer un tournevis, l'humidité peut rentrer. Maintenant, OK, fait que ça, c'est important. Là. Fait qu'on a parlé de blocs de béton, le moellon. Avant de rentrer dans les travaux de sous-œuvre, là, OK, parce que mettons qu'on a un problème majeur, est-ce qu'on peut parler juste aussi de fissures? Parce que ça, c'est un des problèmes les plus récurrents qu'on voit dans les inspections de blocs appartements, c'est les fissures. Et là, on la regarde, que ce soit la partie du mur de briques, la fondation, puis tu vois, ça peut suivre. Et là, tu commences à jouer l'expert un peu. OK, ça, c'est pas gros. Puis là, des fois, tu vois que tu peux carrément rentrer ton doigt dedans. Ça vraiment, c'est important. Des fois, c'est juste le crépi, mais tu n'es pas sûr que c'est juste le crépi qui est fissuré. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit résumé en 2 minutes de voir qu'est-ce qui est une bonne fissure? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne fissure. Dangereuse ou pas, oui. Active, passive, bien sûr. Dans le fond, notre meilleur ami, c'est les bâtiments en briques dans ce cas-là. Ouais. On s'entend, il y a quand même d'autres moyens de le savoir. Mais les fissures qui sont situées, à la même distance que l'autre, mais de l'autre bord, qui se rejoignent, souvent... Quand tu parles, mettons, d'un côté est puis côté ouest de l'immeuble, OK. Un peu ou nord-sud, c'est-à-dire complètement, pas sur le même mur, mais complètement à l'opposé. En plein ça. Là, si on voit la dalle de béton, puis en plus qu'il y a une fissure, c'est une grosse alerte comme quoi qu'il y a un bord de la maison, du bloc, du multilogement qui s'est affaissé carrément. Là, reste à savoir si ça va continuer à s'affaisser. Là, c'est des tests vraiment plus expérimentés. Puis ça, c'est un danger structurel, premièrement. Puis quand c'est des façades en briques, on voit des lézardes qui montent. Ça, c'est une première alerte. Fissure en briques, lézardes qui montent, danger structurel. C'est une alerte numéro 1. Puis comment te voir si c'est à côté, comme on dit? Là, parce que quand tu vas voir le propriétaire se promène, ça fait depuis que je l'ai acheté que c'est comme ça. C'est ça. Des fois, ça fait 25 ans. Et c'est souvent le cas, c'est vrai. Maintenant, comment voir si ça bouge encore ou pas? Puis, tu sais, à un moment donné, quand on achète un immeuble, on voit ça gros. Et finalement, on renégocie après inspection. Et finalement, c'est drôle parce que le propriétaire qui a réussi à négocier puis qui a allé chercher des sous pour ça, on se ramasse 5 ans après, 8 ans après, il nous rappelle pour vendre l'immeuble puis il n'a jamais fait la job. Ouais. C'est pas plus gros que c'était. Fait que c'est important de voir, est-ce que, comme je te dis, qu'est-ce qui fait que c'est une passive ou active? Active, passive. C'est beaucoup l'historique. Encore une fois, un job un peu de détective, c'est de savoir... est-ce qu'il y a de la poussière? Est-ce que les toiles d'araignée, ça va en dire beaucoup dans la fissure? S'il n'y en a pas, il n'y a rien. Pas de terre qui rentre parce que ça bouge puis ça grossit encore. Donc, c'est beaucoup de jaser avec le propriétaire. Encore une fois, on espère sa bonne foi. Savoir est-ce qu'elle a grossi. Souvent, on met vraiment, de calculer la fissure. Après ça, dans 1 mois, dans 1 an, elle est rendue grosse comment. Savoir si elle a grossi. Mais ça, c'est vrai, quand on est propriétaire, ça nous permet de voir un peu là, si elle est active ou passive en tant que propriétaire, parce qu'on peut mesurer justement, il y a comme je me rappelle, j'ai avoir vu ça à plusieurs occasions, qui mettent un genre de tape, là, puis voient si ça va déchirer ou pas. C'est en plein ça. Maintenant, quand tu veux acquérir un immeuble, tu es dans ton inspection, ton inspecteur dit hey, il y a une fissure là.
Puis lui, il doit rapporter tout ce qu'il y a, mais sans nécessairement donner de solution. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment on fait pour voir si c'est important ou pas? Si c'est dangereux ou pas. Dans le fond, encore une fois, c'est les lézardes. C'est vraiment savoir les cadres de fenêtres, les portes, les ouvertures. Savoir si le joint de caulking, regardez bien ça, à moins qu'il ait été récemment fait, les joints de caulking vont venir décoller des coins de fenêtre. La fenêtre va mal ouvrir. Il y en a même qui vont être craqués des fenêtres parce qu'il y a une trop grosse pression. Ça, c'est un gros signe de danger structurel. Puis, tu sais, ça a souvent rapport aussi avec l'âge de l'immeuble. Un immeuble qui a même pas 10 ans puis que tu vois qu'il bouge encore, est-ce que c'est peut-être moins important qu'un immeuble qui a 60, 70 ans, que là, tu vois qu'il commence à avoir du mouvement? Bien sûr. Ça arrive souvent que quand ils font leur bâtiment, ils creusent trop. On dit qu'il faut asseoir le bâtiment sur un sol non remanié. Donc, ils creusent trop, ils mettent un peu de terre. C'est pas assez compacté. Donc, l'immeuble, dans les premières années, va prendre sa place. Ça dit à peu près dans les 20 premières années, s'il y a un problème à avoir, il va l'avoir. Puis après ça, s'il n'y a pas de problème, ça va être correct. Mais encore une fois, il peut y avoir des sols argileux, des sécheresses, comme quoi que l'argile va venir, pas prendre de l'expansion, mais vraiment se rétracter. Donc, l'immeuble en dessous des fondations, ça se peut que ça bouge. C'est les périodes de sécheresse. Un truc, c'est d'arroser souvent. C'est quand même touché, savoir si tu arroses bien l'argile ou pas, mais ça peut bien prévenir de mettre Il y a des cartes dans certains secteurs, en fait, pour la ville de Montréal, je ne sais pas à l'extérieur, mais qui démontrent les sols argileux ou pas, ou qu'il y a des plus grands problèmes. On a toujours la fameuse, les immeubles entre la rue Sherbrooke et la rue Hochelaga, qui sont en pente, tu vois qu'il y a eu des problèmes. La majorité aujourd'hui ont été pieutés. Donc, un coup que ça a été pieuté, habituellement, c'est... Oui, on va chercher vraiment le roc en profondeur jusqu'à temps que l'immeuble, le bloc, veut lever. Donc, tu sais que ça ne peut plus bouger. Tu es vraiment dans le solide, dans le roc. Ça fait que tu n'as plus de problème, encore une fois. Ça te prend une bonne fondation pour pouvoir le pieuter, parce que pieuter dans une fondation trop maganée... Bon, maintenant qu'on va juste revenir sur le drain français qu'on a parlé. Il y a des drains français intérieurs puis extérieurs. C'est quoi la différence entre les deux? Puis, mettons qu'on a un immeuble, là, puis on s'aperçoit que le drain français, il n'est plus... il est plus efficace. Plus efficace du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va à peine de tirer? Parce que c'est des frais, là. En tant que propriétaire revenu, avec les prix aujourd'hui sont tellement élevés et tout, qu'on veut, comme... on ne veut pas dépenser pour de rien, en fait. Parce que réparer un drain français n'augmentera en aucun temps la valeur de l'immeuble, ni la valeur économique, ainsi de suite. Il y a des bonnes dépenses. Toi, en tant qu'investisseur, tu peux le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir des jobs qui peuvent faire, à part d'avoir des pentes qui sont positives, mais au niveau des drains français? C'est quoi la différence entre intérieur et extérieur? Est-ce qu'il y en a qui sont plus dispendieux ou moins dispendieux? Bien sûr. On conseille toujours de faire un drain français de l'extérieur. Parce qu'on vient mettre une membrane, on vient couler l'eau, si ça va proche de la fondation, vers le drain français, la recueillir, puis on protège la fondation. Mais il y a des moments, des places que sur Christophe-Colomb, à Rosemont, il n'y a pas de place, c'est des trottoirs, il y a vraiment, tout est collé. C'est des rangées, c'est des immeubles en rangée, absolument. Ça fait qu'on s'entend que le prix du drain français va être astronomique. Dans ce cas-là, on peut conseiller un drain français à l'intérieur. Donc, c'est le même système à l'intérieur, beaucoup moins coûteux. Puis, le seul défaut de tout ça, c'est qu'à place de protéger la fondation de l'extérieur, on met une membrane à l'intérieur qui vient diriger l'eau vers le drain français, puis le recueillir. Donc, la fondation n'est pas protégée nécessairement. Mais si tu as une bonne fondation, il n'y a pas de problème nécessairement. OK. Fait que c'est une solution de rechange qui est quand même dans le code que tu peux. Fait que l'option numéro 1 est toujours extérieur. Si on ne peut pas, de l'intérieur. Puis c'est beaucoup moins coûteux de l'intérieur, c'est sûr, tout dépendant. Parfait. Maintenant, on parlait tantôt aussi d'optimiser, parce qu'on était mangés ensemble avant, bien sûr. On a parlé, et puis on parlait de l'optimisation d'immeubles. Et souvent, moi, je vais rentrer dans des immeubles, je vais faire des visites lorsqu'on va chercher des contrats de courtage pour mettre des immeubles en vente. Et là, on voit des immeubles où il y a des lockers en bas. Puis, tu sais, tu rentres, même en tant qu'investisseur, tu vas rentrer dans l'immeuble, tu te dis, il me semble que je ferais un appartement ici. Souvent, l'appartement, tu sais, des fois, c'est comme impraticable, là, mais des fois, tu vas voir que c'est juste des sous-sols qui ont 7 pieds seulement, tu sais, qui manquent peut-être 1 ou 2 pieds pour pouvoir faire un logement. Les fenêtres sont petites, parce que bien sûr, où il n'y a pas de fenêtre. Est-ce qu'il y a moyen de détecter, est-ce qu'il y a des signes, là, puis est-ce que vous faites ça, vous, à la compagnie, de voir, bien, OK, mais mettons que je peux juste creuser 2 pieds à travers tout l'espace de locker qu'il y a là, refaire les fenêtres comme il faut, des ouvertures, puis rajouter un logement. Parce que quand c'est rendu qu'on parle de
80 000, 100 000, 120 000 la porte dans les secteurs. On s'entend bien sûr qu'une porte de... Il faut faire attention en parlant de porte. Une porte de sous-sol vaut peut-être moins qu'en haut, mais ça vaut quand même des revenus importants. Oui, okay? Ça, c'est ça. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu peux aider un propriétaire qui se pose la question s'il peut faire un logement ou pas? Bien sûr. Notre meilleur ami là-dedans, si on veut faire ça, c'est la ville. Maintenant qu'on parle de la ville de Montréal, il y a des arrondissements qui veulent, des arrondissements qui ne veulent pas. Des arrondissements qui veulent que le sous-sol soit la moitié au-dessus de la terre puis la moitié en dessous, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Fait que notre meilleur ami, c'est la ville. Si la ville accepte le projet, souvent, il faut grossir les fenêtres, comme tu as dit, si les fenêtres sont trop petites pour le. Fait que là, vous rentrez là-dedans, pas de problème. Vous rentrez, vous creusez. On creuse plus creux, on défait la dalle, on creuse, mettons, 2 pieds plus creux. Soit qu'il y a l'option descendre la terre en 45 degrés, parce que dans le fond, tu veux soutenir ton sol. Fait que la terre en 45 degrés maintient ta fondation, mais on perd de l'espace parce qu'on va recouler du béton à l'intérieur. Soit qu'on creuse, on va en dessous de la fondation, puis qu'on vient mettre des pieux, des poteaux, puis qu'on vient recouler. Ça, c'est des coûts beaucoup moindres. On parle de, ça peut aller 25 50 000, mais tout dépendant des projets. OK. Mais à 25 000, compte tenu que ça se peut se vendre à 80 000 de plus, la porte, quand on dit 80 000 ou 100 000, ça peut être intéressant. Là. Ça peut être très, très intéressant. Ouais. On augmente la valeur économique, on refinance si on est rendu là, puis en fin de compte, tu as fait de l'argent avec les gros travaux. Fait que toi, tu peux aider, tu peux accompagner les gens à faire ça. Fait que quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute puis qui dit hey, regarde, moi, j'ai une perte d'espace. J'ai 2 logements, peut-être de possible dans un de mes immeubles. Il peut te faire venir, tu vas regarder un peu la situation. Est-ce que c'est mieux de t'appeler avant ou de vérifier à la ville, mais toi, tu vas pouvoir l'orienter avec ça? Oui, je vais pouvoir l'orienter, m'appeler avant. Puis si les démarches sont faites avec la ville, je vais pouvoir l'aider aussi, l'accompagner là-dedans. Puis c'est quand même capoté quand tu regardes ça que tu peux faire quoi? 2 logements à 900 $ au sous-sol, mettons un 6 logements standard. Puis ça fait 1 800 je suis dans les chiffres à peu près, à Montréal, à Rosemont. Bien sûr. Par mois. En plus, beaucoup plus c'est parce qu'il ne faut pas oublier que les 2 logements que tu vas relouer, oui, sont au sol, mais sont neufs. Sont neufs. Donc, à ce moment-là, tu vas être capable de les louer souvent au même prix que ceux de plus haut qui ne sont pas rénovés à neuf complètement. C'est ça, c'est capoté. Faites les chiffres, ceux qui savent peuvent calculer ça, mais on peut augmenter la valeur de 150 200 000, tout dépendant du secteur, tout dépendant de la recherche. Fait que les travaux valent la peine. Maintenant, y a-t-il une certaine règle de pouce qu'on peut se dire quand on rentre dans un sol, si ça peut être converti, à part la ville? Est-ce que quoi qu'on peut voir tout de suite? Y a-t-il un nombre de pieds? Oui, bien, dans le fond, c'est très dur de déterminer, comme un peu tous les entrepreneurs disent, quand on demande les prix, c'est très dur de déterminer, puis ça dépend de la fondation, s'il est solide et tout. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règle de pouce en tant que descendre. Si tu veux changer un vide sanitaire puis faire un logement, ça aussi, ça peut être possible. Même pour un vide sanitaire? Oui. Ça peut être possible. Là, le tuyau d'égout va être haut, il va falloir faire une pompe à marde, qu'on dit, puis tout recueillir, puis l'envoyer. Encore une fois, c'est une grosse gestion avec la ville puis les permis. Mais ça peut être très avantageux. On peut parler des coûts de 100 000 de 120 000 puis augmenter l'immeuble de 200 000 de valeur économique. Fait que c'est quelque chose que le monde ne connaisse pas nécessairement, puis ils ne veulent pas nécessairement s'embarquer parce que c'est du gros casse-tête. Mais bien fait, ça peut être vraiment payant. Parfait. Écoute, Patrick, on est à la fin de notre entrevue. J'apprécie beaucoup, c'est super intéressant. Même que j'aimerais ça qu'on peut peut-être refaire l'expérience ensemble, de donner vraiment un cas concret que vous avez fait, qu'un investisseur a fait, puis comment il a réussi à créer, puis étape par étape. Ça pourrait vraiment être instructif pour l'auditoire. Donc, peut-être un petit mot de la fin. Est-ce que tu as invité les gens? Je vais laisser tes coordonnées, je vais taguer aussi dans la vidéo. Et puis, donc c'est ça. Oui, dans le fond, je vous invite à venir m'écrire. J'ai beaucoup de monde qui m'écrit sur Facebook, sur ma page personnelle, ma page professionnelle. Si vous avez une fissure, une question, prenez des photos. Ça va me faire plaisir de venir l'analyser. En passant, il est super intéressant à suivre sur sa page Facebook aussi. Merci. Les bons vidéos. Merci. Fait que, OK, écoute, merci beaucoup. Merci de ta présence. C'est très apprécié. J'espère qu'encore une fois, le contenu là, a créé de la valeur pour vous. C'est un peu notre mission chez Patrice Ménard Multilogement, ou PMML maintenant. Puis bien sûr, on veut, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas, à encourager les services de Patrick, nos services également. Il ne faut pas oublier, il y a encore des gens qui me demandent c'est quoi qu'on fait. On fait de la vente, de l'achat, du financement de blocs appartements au niveau du courtage immobilier, courtage hypothécaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à transférer cette vidéo, le partager, taguer les gens que vous pensez qui pourraient être intéressés par le contenu. Fait que merci encore à tous pour votre attention. Merci.